Monsieur le recteur, chancelier des universités, Monsieur le vice-président du conseil scientifique, doyen de la faculté d'histoire et de géographie, cher Philippe, Monsieur l'inspecteur général, messieurs et mesdames les inspecteurs régionaux, mesdames et messieurs les collègues, chers étudiants, puisque je constate que les étudiants sont aussi nombreux ce matin, je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour l'ouverture des 6e automnales d'histoire-géographie. Vous dire bien sûr que notre université a beaucoup de plaisir à vous accueillir et accueillir cette 6e automnale d'histoire-géographie. Vous avez un programme, je pense, qui est vraiment très intéressant, mais Philippe sera certainement plus à même que moi d'en parler. Vous êtes réunis aujourd'hui pour réfléchir sur enseigner la République. J'avais compris qu'il y a quelque temps, les programmes, notamment d'histoire, faisaient débat. Les médias avaient relayé ces quelques éléments de réflexion et je pense que vous allez aujourd'hui pouvoir encore nourrir cette réflexion autour de ce sujet qui est un sujet important, si j'ai bien compris, puisqu'il va faire l'objet, c'est un des sujets éventuels du CAPES, c'est bien cela, si les informations sont bonnes, et donc c'est une des questions possibles, et donc je comprends pourquoi les étudiants sont nombreux ce matin et ils ont bien fait de venir. Donc, je voudrais remercier les organisateurs, remercier M. Lode, tout d'abord, qui, me semble-t-il, est la cheville ouvrière de cette organisation, ainsi que Mme Riscoli, qui a déjà disparu, probablement pour l'organisation. Ah ben non, voilà, elle est là-bas. Et donc, remercier les collègues qui se sont investis pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles, que vous trouviez, bien sûr, beaucoup d'intérêt à venir dans notre université. Certains d'entre vous ont peut-être été formés ici à l'université. Je crois, j'ai bien compris, M. Lode, que vous en faites partie. Et donc, on se réjouit de pouvoir vous retrouver. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de travail et également beaucoup de plaisir. Merci à vous. Monsieur le recteur, chers collègues, c'est avec plaisir que j'ouvre, je crois, pour la 6e fois, parce qu'il me semble que j'ai toujours été à peu près présent à cette automnale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie de Picardie, avec d'autant plus de plaisir que d'année en année, c'est l'occasion pour moi d'y retrouver d'anciens étudiants qui ont réussi le CAPES, qui sont maintenant donc en poste dans notre académie, et en particulier Christian Lourde, qui a été à 2 reprises mon étudiant et qui donne à cette régionale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie un grand dynamisme. On en parlait tout à l'heure, je crois que c'est une des régionales les plus dynamiques de France dans son investissement. Dynamisme qui a d'ailleurs poussé l'association nationale à ce que ce soit à Amiens que soit organisé en 2016 les journées nationales de l'association des professeurs d'histoire et géographie. Nous y travaillons de concert entre l'université, le rectorat, les collectivités territoriales et l'association régionale des professeurs d'histoire et géographie. C'est évidemment dans le cadre aussi du centenaire de la Première Guerre mondiale que cette manifestation de 2016 sera organisée, et sachez que l'université, moi-même et mes collègues seront entièrement investis dans cette entreprise en 2016. Donc aujourd'hui, ça va nous changer un peu, on ne va pas parler de la guerre, mais de la République, encore que les deux sujets sont très fortement liés, et en liaison en particulier effectivement avec le programme du CAPES, mais aussi en liaison avec les véritables enjeux que représente pour l'éducation nationale cette question de la République dans l'enseignement au quotidien. Nous avons le plaisir d'accueillir quelques-uns des plus éminents spécialistes de cette question qui est très prégnante dans l'historiographie française, avec de très nombreux débats qui
faut parler spécialiste de la période révolutionnaire du 19e et du 20e siècle. Et je serais en particulier très heureux de retrouver Serge Bernstein, qui était un des membres de mon jury de thèse il y a cela une vingtaine d'années, et qui donc revient cet après-midi pour participer à cette table ronde. Donc je ne vais pas être plus long pour une fois aujourd'hui. Et donc, je vais vous souhaiter donc une excellente journée de travail, en m'excusant de ne pas pouvoir tout écouter, devant partir dans quelques minutes pour ouvrir un colloque sur le congrès de Vienne, ce qui nous reste dans l'histoire, mais ce qui nous met quelques décennies avant la question d'aujourd'hui. Merci à tous et bon travail. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Vice-président, merci pour votre accueil. Monsieur le Recteur de l'Académie d'Amiens, chancelier des universités, merci de nous honorer de votre présence à l'occasion de cette journée de formation continue. Monsieur l'Inspecteur général de l'Éducation nationale du groupe Histoire-Géographie, nous sommes heureux de vous accueillir à Amiens pour parler d'un thème qui vous est cher. Messieurs les inspecteurs pédagogiques régionaux, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, merci pour votre présence qui témoigne, s'il en était besoin, de votre attachement à la formation continue, notamment aux journées proposées par la PAG. Chers collègues, chers étudiants, je poursuivrai dans mes remerciements, en remerciant les services de Monsieur le Recteur pour l'envoi des nombreux ordres de mission pour cette journée. Je remercie également Frédéric Bureau et l'ONAC VG de la Somme pour la mise à disposition de fascicules sur Madeleine Michelis, fascicules rédigés par notre collègue Julien Caon. Je remercie également la MGEM qui vous offre des clés USB de 4 Go. Ces clés USB ne sont pas vierges, elles ont été chargées et comportent plus de 130 documents, des diaporamas, des comptes rendus d'ateliers, de nombreux documents qui ont été proposés par la PAG depuis 2009 et qui, comme vous le savez, ne sont pas toujours évidents à récupérer. Au moins, vous aurez tout sur un même support. Merci à François Sirel et à Canopé d'être toujours fidèles et présents pour la tenue d'un stand lors de cet accueil. Merci à Hubert Tison, secrétaire général de la PAG, directeur de la revue Histoire et Géographie pour sa présence. Merci à tous pour votre présence. Comme l'a dit Monsieur le Président de l'Université, merci à nos collègues qui ont participé à l'organisation de cette journée. Le thème retenu est celui de l'enseignement de la République. Enseigner la République est une question renouvelée, comme Philippe Niéville l'a souligné. C'est une des questions pour les concours de recrutement et c'est un thème au cœur des programmes des collèges et des lycées. La liste n'est pas exhaustive, mais la République est présente dans de nombreux niveaux, en classe de 3e, en première, en terminale générale par exemple, mais également en CAP, en première bac pro, avec des liens qui sont différents, mais c'est vraiment un enseignement qui traverse tout le secondaire. Ce thème est au cœur des programmes d'histoire et de géographie, mais également du programme d'éducation civique, ECJS ou enseignement moral et civique, le nom peut parfois varier. Cette journée met également donc en avant le rôle majeur joué par les professeurs d'histoire et de géographie dans cet enseignement. C'est cet engagement que souligne Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem dans son courrier qu'elle a rédigé et qu'elle a adressé au président de la PAG. Je la cite: « L'enseignement moral et civique qui aura un horaire dédié et qui entrera en vigueur à la rentrée 2015 a vocation à être principalement pris en charge par les professeurs d'histoire et de géographie au collège. Des travaux interdisciplinaires seront en outre menés au collège dans le cadre des enseignements complémentaires sur des problématiques en lien étroit avec cet enseignement. J'ai lu avec plaisir que les professeurs d'histoire et de géographie tenaient à cet enseignement. Je m'en réjouis, je sais pouvoir m'appuyer sur leurs compétences pour le prendre en charge. » Sur la photographie qui est projetée, comme vous pouvez le constater, Marianne est au pouvoir. Vous avez ici la collection, une partie de la collection de Marianne de Jean-Louis Debré, exposée au Conseil constitutionnel. Je profite de cette référence pour excuser Jean-Louis Debré, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, qui est retenu par une séance ordinaire du Conseil constitutionnel. C'est également une référence à notre collègue Maurice Agulon, décédé le 28 mai 2014, membre de la PAG Languedoc-Roussillon, qui a beaucoup travaillé sur Marianne. J'ai également fait figurer sur cette diapositive notre collègue Michel Drouin, décédé le 13 novembre 2014. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais c'est un historien de l'affaire Dreyfus, qui s'est beaucoup investi dans l'affaire Dreyfus, qui a cofondé en 1995 la Société internationale d'histoire de l'affaire Dreyfus, et qui a beaucoup œuvré, et peut-être que Vincent Duclerc nous le redira,
pour l'édition des écrits de Georges Clemenceau sur cette période. Cette journée peut être considérée comme un hommage à Michel Drouin. Je reprendrai les mots d'Hubert Tison qui figurent dans l'hommage mis sur le site national de la PSG. Un très bel hommage. Michel Drouin était un bretteur, un assoiffé de justice, luttant contre toutes les falsifications, les mensonges nichés dans la littérature, la presse, se battant contre l'antisémitisme et pour la vérité. Un Dreyfusard de notre temps. Je terminerai cette brève présentation par les différents projets menés par la PHG. La PHG apportera son soutien à une journée de découverte qui est proposée par nos amis du Louvre-Lens et du Centre historique et minier de Lewarde. Cette journée est gratuite, il y a un car qui sera mis à disposition des collègues, elle se tiendra le mercredi 25 mars 2015. Je vous invite également à noter la date du 9 avril 2015 à Saint-Quentin. Les 49e journées de la PHG seront un peu différentes. Elles porteront sur les États-Unis et la Première Guerre mondiale. La journée sera gratuite et elle réunira des collègues des académies de Lille et de Reims. Donc 3 académies concernées par cette Première Guerre mondiale. Cette journée était labellisée par les missions du centenaire de la Première Guerre mondiale et par la mission du centenaire américain. Différents intervenants figureront lors de cette journée. André Caspi, mais également Philippe Nivet, ici présent, et d'autres collègues de l'Université de Picardie-Jules Verne, comme Marjolaine Boutet. Début avril 2016, nous fêterons les 50 ans de la PHG Picardie à Amiens, et nous ferons cela, cela devrait être possible, M. Sirène l'a confirmé ce matin, au CRDP à Canopée, Amiens. Et enfin, l'événement majeur qui préoccupe l'association et tous ses partenaires, ce sont l'organisation de Journée nationale de l'histoire et de la géographie à Amiens, du 19 au 22 octobre 2016. Vous avez dû recevoir une affiche, un flyer annonçant cet événement. Vous avez un site internet, une référence à un site internet, plutôt que de longs discours. Je vous invite à aller sur ce site. Vous retrouverez toutes les grandes lignes de ces journées. Je note simplement que Philippe Nivet préside le conseil scientifique et que notre collègue Michel Agnerel préside le comité d'honneur auquel appartient monsieur le recteur, à qui je laisse la parole. Monsieur le président de l'université, monsieur le doyen, monsieur l'inspecteur général, mesdames et messieurs les membres de l'association des professeurs d'histoire-géographie, mesdames et messieurs les professeurs, mes chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier très chaleureusement votre président, M. Christian Lode, président de l'association des professeurs d'histoire-géographie, pour m'avoir invité à cette automnale et plus encore d'avoir choisi ce thème extrêmement important, l'enseignement de la République. Vous dire tout d'abord, et plusieurs ici le savent, que j'ai un très grand plaisir d'être dans cette assemblée et parmi vous. Le parcours personnel d'un recteur n'est jamais neutre. Je suis professeur de droit, on le sait, mais sachant sans doute trop quoi faire, j'ai également butiné une toute petite licence d'histoire. Et donc c'est avec beaucoup de sympathie que je vous regarde, parce que vous êtes de vrais historiens par rapport à un petit amateur, mais une bienveillance très forte pour votre corps et pour le rôle que vous jouez dans l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement en France est face à un défi qui le relève bien, qui est celui, et il faut insister là-dessus, d'avoir une quantité d'élèves que jamais le système universitaire et éducatif français n'a eu. Ce qui explique d'ailleurs que cette masse est difficile à scolariser et que les résultats, forcément, varient considérablement. Mais véritablement, c'est aujourd'hui qu'existe, enfin aujourd'hui, depuis un certain nombre de décennies, bien sûr, l'école de la République. Et l'un des défis de l'enseignement, c'est de faire en sorte que les élèves restent dans le système éducatif. Je ne vais pas vous parler de la question très délicate des décrocheurs, qui n'est pas un phénomène nouveau d'ailleurs, mais auquel on porte une attention très soutenue aujourd'hui.
Et pourquoi un jeune décroche? C'est très simple, et vous qui êtes vraiment sur le terrain, vous le savez bien mieux que moi, c'est quand il s'ennuie. Quand il s'ennuie, il ne voit plus l'intérêt de ce qu'on lui enseigne, et petit à petit, si en plus ses parents ne sont pas là pour lui dire le bienfait qu'il va tirer de l'école, il s'en ira. Et s'il s'en va, eh bien, son destin sera un bateau ivre, et peut-être qu'il va terminer vers des horizons très contestables et très graves pour la société. Il y a donc ce lien très étroit entre l'école, la société et la République. Et si je parle de cela, c'est que vous autres enseignants d'histoire et de géographie, vous avez une grande chance, et il faut que vous sachiez la mesurer et l'exploiter. Vous enseignez des disciplines qui, en principe, ne sont pas jugées ennuyeuses par les élèves. Je le sais d'autant plus que pour avoir fait cours de droit, je sais ce que peut être une discipline ennuyeuse. Je peux commencer un cours sur les voies d'exécution, nous verrons le nombre de dépressions qu'il y aura au bout de 2 ans. Mais j'insiste bien là-dessus, vous avez vraiment de l'or entre les mains. Et votre rôle est très important. Alors, il y a d'autres disciplines proches de la vôtre. Attendons-nous bien, je ne juge pas des enseignants qui peuvent avoir des disciplines plus âpres, mais nous savons tous, nous avons des souvenirs dans notre tête de disciplines dont l'abord n'est pas si évident que cela. Et vous aidez vos collègues, à faire en sorte que ces disciplines qui paraissent plus lointaines de l'esprit d'un jeune, elles soient considérées d'une autre manière. Il n'y a rien de plus dramatique dans un établissement quand le professeur d'histoire ou de géographie, comme le professeur de lettres ou autre, devient insupportable et devient ennuyeux. Parce qu'alors là, c'est tout qui décroche, tout qui s'en va. Ce point est important et vous aurez l'occasion d'en parler dans vos réunions. La pédagogie que vous devez mettre en œuvre doit être liée à cela. Il faut savoir constamment susciter l'attention du jeune et ne jamais l'ennuyer. Ne confondez surtout jamais l'enseignement de l'histoire avec l'érudition. Ce sont des choses totalement différentes. Vous avez un rôle aussi très important sur la construction du présent et de l'avenir. Souvent, on me dit, mais monsieur le recteur, à quoi ça sert ceci? À quoi ça sert cela? Et un jour, dans un lycée, j'ai fait un petit exercice avec des élèves. J'ai pris toutes les disciplines, les unes après les autres. À quoi ça sert? Honnêtement, il n'y en avait aucune qui servait à la vie quotidienne. Si, dans les lycées professionnels. Et encore. Mais c'est vrai que si on désarticule les programmes, on peut dire, c'est le grief souvent qui nous est adressé, que c'est très intellectuel. Maintenant, quand on regarde à quoi ça sert dans la profondeur, et ce point est important, le cours d'histoire, il est extrêmement important parce qu'il permet de comprendre le présent, et quand on comprend le présent, on prépare l'avenir. L'histoire n'est pas faite pour repartir en arrière. Ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Mais ce point est important. L'histoire n'est pas faite non plus pour être une sorte de soupe qui serait celle de la nostalgie, du regret. Certainement pas. Et le thème que vous avez choisi aujourd'hui est un thème qui montre bien que l'historien a un rôle capital pour expliquer le présent d'une société et dans les temps qui sont les nôtres, où nous voyons bien toutes les craintes, tous les manques de repères, toutes les incertitudes, et qui sont extrêmement fortes, votre rôle est encore plus important qu'il ne l'était par le passé. Le thème que vous avez retenu aujourd'hui montre bien d'ailleurs le lien étroit qu'il y a entre l'enseignement de l'histoire de la géographie et la formation civique et citoyenne de manière générale, surtout en l'état de la population française telle qu'elle est. Et il faut constamment pétrir cette pâte
qui, de génération en génération, se renouvelle et doit être reformé. Ce point est très important. Les thèmes que vous avez choisis sont bien sûr des thèmes très importants parce que enseigner la République, c'est montrer toutes les faiblesses de la construction de ce régime politique et en particulier comment les crises que le régime républicain a pu connaître depuis son instauration définitive ont failli l'emporter, mais aussi l'ont fortifié point par point. Il y aura tout à l'heure un spécialiste de l'affaire Dreyfus qui viendra vous parler de tout cela. Il se trouve que hier, le hasard de la vie d'un recteur, il y avait une journée de formation de l'équipe académique d'Amiens, comme celle des autres académies, qui se tenait à l'école militaire. Voilà, nous étions censés gérer une crise qui était très simple et tout à fait banale, conjointement, le même jour, à la même heure, une fièvre épidémique dans un lycée et une fusillade dans un collège, la vie quotidienne. Et en sortant de cette école, je disais à mes collègues, voyez, c'est ici que Dreyfus fut dégradé, fameuse photo de l'illustration. Alors, vous regarderez ça avec attention, et si je peux me permettre une petite adjonction par avance, on oublie très souvent le rôle que la procédure a pu jouer dans l'affaire Dreyfus. L'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 12 juillet 1906 est un arrêt important parce que c'est pour la première fois que la Cour de cassation a prononcé une cassation sans renvoi, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'elle a dit dans un arrêt « il n'y a plus de matière à juger », c'est la première fois qu'elle a dit dans un arrêt « c'est par erreur qu'il a été condamné », ce qui fait que Dreyfus n'a jamais été réhabilité. C'est la première fois qu'une juridiction a dit « il n'y a pas de matière à juger un innocent, par principe il est innocent », et donc on ne le renvoie plus devant ses juges. Cette affaire est importante, elle a marqué le pays, elle a marqué les institutions républicaines, mais également judiciaires. Il y a des choses qui fonctionnent différemment aujourd'hui, qui datent de cette époque, bien évidemment. La Ve République est aussi à examiner sous l'angle de l'histoire. Si vous prenez la constitution de la Ve République, et mon directeur de thèse avait participé en son temps à cette rédaction, seuls des historiens peuvent la comprendre. Seuls des historiens peuvent la comprendre. Parce que sur les 17 constitutions de la France, alors je vous laisse cet exercice, vous en prenez 3, vous les mixez et vous aboutissez à la Constitution du 4 octobre 1958. Et si vous prenez la Constitution telle qu'elle, et vous demandez pourquoi elle a été faite comme cela, en réalité, on n'y comprend rien. C'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui, cette Constitution fait l'objet de flots les plus divers et de réformes incessantes qui l'ont certainement peut-être altérée. Et seul un historien peut comprendre cela. Et celui, je vous l'assure, et c'est vraiment un juriste qui parle, qui prend à bras-le-corps les institutions de la République aujourd'hui et qui est incapable d'expliquer comment elles ont été créées, d'où elles viennent, quel est le terreau, quelles sont les racines, est totalement incapable de prévoir comment elles vont devenir. Et cela, vous avez la mission de le faire comprendre aux plus jeunes. Et cela est très important. Il est très préoccupant, quand même, de considérer que quand on regarde les sondages, les jeunes de 18 à 30 ans pratiquement ne votent plus. Une démocratie où il n'y a plus de participation des citoyens, c'est une bouteille de vin qui se vide. Et puis, quand on regarde un tout petit peu d'autres sondages, et un récent, où cette même catégorie répond à 60% que la démocratie n'est pas le régime politique idéal, il y a de quoi s'interroger. Et quand on regarde les crises que la République a pu connaître, on peut effectivement craindre qu'il y en ait devant nous. Donc votre rôle est important. Et je terminerai sur un point. Quand on est enseignant, on vit dans un idéal. Vous et moi, si nous n'avions pas, à un moment donné, et nous le devons souvent à nos professeurs, eu une envie d'être un maître, avec tout ce que cela suppose, nous ne serions pas devenus enseignants. Cet idéal, il ne doit pas s'éroder avec le temps.
Ce n'est pas parce qu'on vit dans les contingences de la vie quotidienne, ce n'est pas parce qu'on s'aperçoit que la vie ordinaire d'un professeur, elle est ce qu'elle est, qu'il faut perdre cet idéal. Il y a surtout quelque chose qu'il faut chasser de votre esprit et que tout professeur, à un moment ou à un autre, ressent. C'est de se dire, en sortant d'un cours, en sortant d'une année, au fond, tout ce que j'ai fait, à quoi ça sert? Et surtout en regardant des visages parfois dépités, des résultats qui ne sont pas là, voire qui déclinent, sans parler, et j'en ai conscience, mes chers collègues, parfois des attaques qui sont ceux des élèves, ou des parents, ou de quantité d'autres. Et on peut vraiment s'interroger en se disant, vraiment, est-ce que j'ai rempli ma mission? Nous la remplissons tous, et vous la remplissez parfaitement. Parce que, en réalité, là où votre discours a payé, là où il a porté, généralement, l'élève le garde pour lui. Ça devient son petit trésor. Il vous le dira, mais pas nécessairement. Et de toute façon, il faut être convaincu d'une chose, c'est qu'une parole structurée, forte, paye toujours. Le jeune, peut-être un jour, plus tard, peut-être quand il aura fait des bêtises d'ailleurs, se souviendra de ce que vous lui avez enseigné, et ce que vous avez semé portera des fruits. Il faut être convaincu de cela. Vous n'êtes pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, des simples enseignants de la République. Vous faites partie des bâtisseurs d'un régime qui doit constamment être relevé parce que, comme un château sur la plage, il est au péril des vagues quotidiennes. Nous le voyons. Et c'est véritablement cette espérance dans son avenir, malgré toutes les crises que le système peut connaître, qui nous porte. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée de travail. Je vous souhaite surtout de repartir, revivifié par ce sentiment du travail collectif, la certitude de votre mission, de votre carrière, de votre devoir. Tout cela est grand, éminent. Le pays compte sur vous, et moi le premier. Merci à vous tous.